Et souvent, quand il y a un changement qui se passe individuellement, il y a souvent, c'est assez magique, c'est assez incroyable, il y a souvent des changements qui se passent dans l'environnement immédiat extérieur. L'opportunité, c'est de se déployer dans qui je suis, dans ma dimension lumineuse. Et si je suis connecté à ma dimension lumineuse, en fait, pour moi, mon élan de contribution, il est écologique, il est positif, il n'est pas négatif, en fait. Je crois vraiment à ça, c'est ce que j'observe. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut Lionel. Salut Liron. Alors je suis à Cavaillon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment ravi de pouvoir te rencontrer et d'échanger avec toi. Tu as quand même un parcours assez intéressant et puis on va parler quelque chose d'essentiel aujourd'hui qui est le bien-être au travail, ou en tout cas comment se sentir bien, comment trouver sa place. Comment être beaucoup plus authentique et surtout affirmer quelque part son leadership. Avant de rentrer vraiment plus en détail, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Merci de m'inviter. Alors, j'ai rien préparé, donc c'est ça qui est magique en fait. Donc, du coup, ça va être un partage de l'instant. Donc, je m'appelle Lionel Lacroix. Je vis dans la région de Montpellier, dans un village au nord de Montpellier. Voilà, et mon premier métier, j'étais urbaniste avant. Et depuis 12 ans, alors ça s'est fait de manière séquencée, je suis coach et formateur professionnel. Et donc, j'aide les gens en fait à trouver, à prendre leur place professionnelle en étant au plus proche de leur écosystème de valeurs, de leur singularité, de leur potentiel, quoi, voilà. Moi, mon leitmotiv et ce qui me motive en fait, c'est ma mission de vie, j'ai toujours ça en tête, c'est de créer un monde, en fait. En tout cas, c'est de participer à créer un monde où les êtres humains expriment et rayonnent la beauté et la grandeur de leur âme. Voilà. J'ai cette curiosité et puis cet amour de l'humain et j'aime, en fait, sentir qu'est-ce qui vit dans l'humain et à quoi les gens sont destinés, en fait. Et j'ai vraiment cette passion d'aller dénicher les talents et le potentiel chez les gens pour pouvoir les faire vivre. Et derrière, ce que je crois, c'est de participer, en fait, grâce à tout le monde et grâce à ces gens-là, à faire émerger une nouvelle terre qui soit plus humaniste, plus écologique et plus, je mets des guillemets, spirituelle, quoi. Oui. Voilà un peu ce que je peux dire, quoi. Mais comment t'es passé d'ingénieur cadre à coach ? Est-ce que justement c'est parce que toi tu trouvais pas ta place ou tu sentais qu'il te manquait quelque chose que tu as eu cette transition ? Comment ça s'est passé ? C'est intéressant parce qu'au tout début, mes premières missions, j'étais vraiment dans de l'accompagnement, en fait. Je travaillais sur des quartiers d'habitat sociaux, j'écoutais les gens, j'essayais vraiment de faire émerger quel est le sens de leur vie et comment on peut le traduire au niveau aménagement, au niveau de déplacement, tout ça. Donc ça me plaisait beaucoup. Et je commençais à être dans un espace où c'était vraiment un terrain de jeu que j'aimais, en fait. Et ensuite, il y a eu des événements, notamment politiques, de là où je travaillais dans les collectivités locales et divers événements qui ont fait que j'ai évolué vers des fonctions d'urbaniste beaucoup plus administratives. Et en fait, j'ai vraiment perdu l'essence de qui je suis finalement. Et donc, progressivement et assez rapidement, j'ai senti que pour vraiment m'exprimer dans toute ma puissance et ma créativité, j'ai senti qu'il fallait que j'aille vers une autre manière un autre métier, en fait. Donc, assez rapidement, en fait, j'ai travaillé pendant presque 14 ans, mais au bout de 3-4 ans, je pense, j'ai senti que je me destinais à autre chose, en fait. Et là, j'ai commencé à préparer, en fait, à faire tout ce que je fais aujourd'hui avec les gens, c'est-à-dire à préparer mon avenir professionnel, en fait, quoi. Ok. Voilà. Ouais, parce que tu ressentais quand même pas mal les choses, mais j'imagine il y a beaucoup de personnes qui peut-être réalisent beaucoup trop tard qu'elles n'étaient pas forcément à leur place, etc. Et du coup, comment... en fait, je repense au fait que lorsqu'on est à
à l'école, à l'université, enfin au lycée, en tout cas c'était mon cas, c'est très compliqué de savoir ce qu'on va faire après, on est un peu noyé dans pas mal de choses et on se dit, mais ok, qu'est-ce qu'on va faire et comment on peut arriver à déterminer finalement ce qui nous plaît ou en tout cas trouver notre place à un jeune qui est un âge aussi jeune, quoi. Parce qu'à 18 ans, moi, je savais pas que forcément j'allais être ingénieur. Au début, je faisais du cinéma et là, je suis dans l'informatique, mais ça se trouve, je vais pas faire ça toute ma vie. Tu vois, comment arriver dès son plus jeune âge peut-être à se connecter à soi et peut-être savoir sans être forcément aidé par la société, à savoir ce qu'on veut faire. Ouais, c'est une vaste question. Alors moi, c'est marrant, quand je t'entends, je me rends compte que quand j'avais 18-20 ans, je savais pas du tout où est-ce que j'ai envie d'être et à quel endroit je sens qu'est ma place. En fait, je me sentais vraiment perdu, en fait. Pour plein de raisons. Déjà parce que je savais pas vraiment qui je suis intimement et j'avais pas en plus la confiance de ça. En plus, voilà, il y a eu des changements géographiques, donc je me sentais aussi en manque de repères. Et quand j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à sentir, en fait, quand j'étais un jeune urbaniste, l'ennui, la frustration, là, il y a quelque chose que j'ai pu voir. Je me sentais pas perdu, je me sentais plutôt frustré, en fait. Donc, je pourrais dire qu'au début, je me sentais perdu. Après, il y a l'ennui, la frustration, l'impuissance à me dire comment je vais faire. Et petit à petit, il y a quelque chose qui m'a aidé, en fait, c'est que j'ai construit vraiment une conscience de qui je suis. J'ai construit, en fait, une clarté de quelle est la vision, en fait, du monde idéal pour moi et à quoi j'ai envie de contribuer et à quoi j'aspire dans l'existence. Et à partir du moment où j'ai cru que ça, c'était vraiment vrai, en fait, les choses se sont enchaînées. J'ai eu vraiment de la foi, en fait. Ça m'a vraiment permis de garder la foi et de réaliser un changement et de réussir un changement cohérent et dans la persévérance, en fait. C'est-à-dire, ça m'a permis de tenir sur la durée. Voilà. Alors après, effectivement, toute la question, moi, je vois l'entreprise, je fais un parallèle avec ce que tu dis. On est dans une société, alors petit à petit, ça va évoluer, mais qui est très, en fait, connectée sur l'apparence extérieure, le rationnel, la raison, les diplômes, etc. Et il y a quelque chose qui est petit à petit en train de s'effondrer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les nouvelles formes d'éducation, les écoles parallèles qui existent aujourd'hui, qui sont malheureusement pour l'instant payantes, en fait, on n'est pas sur les résultats, on est vraiment sur l'être et sur l'épanouissement de la personne, en fait. Avec l'idée que il y a cette croyance, en fait, de ce que moi j'ai entendu dans ces pédagogies-là, que chaque être humain est doté d'un potentiel de valeur et qu'il a vraiment ce potentiel de pouvoir rayonner, propager, contribuer, etc. Donc, finalement, ce système éducatif, il nous aide pas, en fait, à toucher, en fait, qui l'on est intimement et à quoi on peut contribuer, en fait. Donc, voilà. Et c'est intéressant de voir que moi, j'aime bien avec les clients que j'accompagne. Alors, moi, c'est plus des gens qui ont 35, 40, 45 ans, mais il y a souvent une confusion entre le métier et qui je suis, en fait. Les gens, en fait, souvent se dispersent en cherchant un métier, alors qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment conscience de qui ils sont. Moi, dans le travail que je fais, on va vraiment reconnecter son être et ensuite, il y a une forme métier qui va émerger, en fait. Qu'on s'identifie au statut social du métier encore c'est ça, au statut social et puis à la forme du métier, alors qu'en fait, souvent, la majorité quand même des gens, passent à côté de leur vocation, finalement. C'est intéressant de voir ce qui génère du mal-être. J'avais vu une enquête il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui partageait ça. Le facteur premier du mal-être dans les entreprises, c'est pas le lien social ou c'est pas de gagner pas assez d'argent, c'est le fait de pas te sentir utile et à sa place, en fait. Ah oui. Okay. Et là, c'est vraiment ça. Ouais, moi, j'étais vraiment étonné de ça. Ensuite, il y a vraiment l'importance d'être en lien, en fait. Le lien social nourrit l'être humain. Et ensuite, il y a le besoin de reconnaissance qui peut passer par l'argent, mais pas que. Mais cette notion, ce besoin de se sentir utile et à sa place de contribuer, il est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, et ça génère beaucoup finalement de mal-être dans les entreprises, mais plus largement dans la société, quoi, en fait. Voilà. Ok, donc arriver à se sentir utile, c'est la première chose. Ok, je pensais que c'était vraiment peut-être les relations ou même ce qu'on fait. Ouais, après, si on fait que des tâches répétitives ou des choses qui n'ont pas forcément de sens pour soi. Mais du coup, on arrive à une question beaucoup plus globale, mais arriver à trouver du sens de ce que l'on fait. Déjà, il faut arriver à se poser cette question-là, parce que des fois, on est tellement pris en compte dans la vie, et comme tu dis, on arrive peut-être à 40, 50 ans et on se dit, mais mince, est-ce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire? Toi, tu as été accompagné à ce niveau-là, où vraiment, tout seul, tu arrivais quand même à avoir cette prise de conscience et tu t'es dit,
bon, il est temps de changer, il est temps de faire une transition, parce que faire une introspection personnelle, parce que tu as fait une introspection personnelle, j'imagine, bien sûr. C'est quelque chose qui est pas évident, et arriver à se poser tout seul avec soi et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et souvent, en plus, on est brouillé avec est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire moi, ou est-ce que c'est l'image que je renvoie. En tout cas, c'est ce que j'ai envie que les autres fassent. Enfin, que ce que je. Voilà, je me suis embrouillé, mais c'est quelque chose que je fais parce que les autres me disent de le faire. Parce que les autres le veulent, ou est-ce que c'est vraiment intimement ce à quoi j'aspire? C'est une très très bonne question, en fait. Alors, moi, ce que je dis souvent aux personnes que je croise, c'est que les plus grands leaders de ce monde, en fait, en tout cas, ceux qui ont réalisé des choses, on va dire, vertueuses, écologiques, au sens large, positives, hein, je ne parle pas des autres leaders, en fait, ils se sont fait tous accompagner, hein. Moi, je me suis un peu intéressé à ça à un moment donné. Donc ça, c'est important à un moment donné de savoir que j'ai besoin de soutien, je ne sais pas. Et donc, ça met en fait dans un processus d'apprentissage et de croissance, en fait. Donc ça, c'est important. Moi, effectivement, je me suis fait accompagner pendant plus de 10 ans. J'ai suivi une psychothérapie en gestalt, en individuel, en groupe. Ensuite, je me suis beaucoup formé à diverses disciplines. Ensuite, je suis supervisé dans le cadre de mes fonctions. J'ai suivi diverses formations dans le marketing et des formations pour aller vraiment toucher, mais quelle est ma zone d'expertise et comment je peux la déployer commercialement. Il y a tout ça, en fait. Donc, effectivement, depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, je n'ai pas cessé de me faire accompagner ou de me former, en fait. Donc ça, c'est évident. Et probablement que c'est quelque chose que je vais faire toute ta vie, toute ma vie, plus ou moins, quoi. Voilà, donc on est dans un processus de... Ça ne veut pas dire qu'il y avait rien que quelqu'un m'a transmis. Non, c'est en fait, je considère que les gens qui vont se faire accompagner, il y a quand même quelque chose chez eux qui, à un moment donné, il y a quand même une décision et un choix. Donc, il y a une forme de lumière qui est déjà là, si je puis dire, entre guillemets, et les personnes vont vraiment se faire aider pour pouvoir travailler sur l'orme, pour laisser finalement la lumière finalement rayonner, en fait. Il y a un peu de ça. Donc, moi, je l'ai fait, et les personnes que j'ai croisées, je pense notamment en psychothérapie, c'est des personnes qui, quand même, finalement, reconnaissaient leur vulnérabilité, mais n'étaient pas suffisamment fragiles pour pas y aller, en fait. Le paradoxe, c'est que finalement, quand on se fait accompagner comme ça, il y a quand même une forme de maturité intérieure pour pouvoir y aller. Parce que quand on démarre des accompagnements d'introspection, au départ, on veut aller mieux à court terme, mais finalement, moi, j'ai contacté ma vulnérabilité, ma sensibilité, et au fur et à mesure que je me faisais accompagner, je sentais beaucoup plus, en fait, mes sensations intérieures. Donc, je pouvais avoir la sensation d'aller plus mal, mais en fait, j'étais vraiment en train de me remettre en contact avec moi, au plus intime de moi-même, et finalement, petit à petit, je me suis déployé, quoi. Voilà. Et j'adore, en fait, aider les gens en entreprise à se reconnecter, à donner du sens à leur vie, à partager de la vulnérabilité, pour que finalement, le cerveau droit et le cerveau gauche se réunifient, pour que l'être et le faire se réunifient, finalement, pour qu'on sorte de l'apparence et de la performance, et que la performance soit une conséquence de l'épanouissement de la personne et pas le contraire, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, si, mais est-ce que du coup, il y a des personnes en entreprise où finalement, elles n'avaient rien demandé, mais elles se rendent compte que finalement, elles ne sont pas bien dans cette entreprise, et elles commencent à faire des changements, ou finalement, c'est des personnes qui te contactent, c'est des personnes qui savent déjà qu'elles ont envie de changer, elles ont besoin d'être aidées. Oui, ça c'est un vrai sujet, parce que le risque quand j'accompagne quelqu'un, c'est que la personne quitte l'entreprise alors que la prestation est rémunérée par l'entreprise. Et moi, après, je vais au-delà de ça, c'est-à-dire je suis toujours connecté sur pourquoi je fais ça, en fait. À quel monde j'ai envie de participer, au service de quelle valeur, en fait. C'est vraiment ça, moi, qui me motive et qui a du sens pour moi. Donc, souvent, il y a une problématique de place, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle n'est pas complètement alignée sur sa zone de potentiel d'accomplissement. Il peut y avoir aussi des problématiques relationnelles. Donc, comment je peux m'ajuster à mon environnement sans me perdre, tout en m'ajustant à l'autre. Donc, il y a souvent ces enjeux de place, en fait. La place vis-à-vis de soi-même et la place vis-à-vis de l'écosystème relationnel, finalement, qui est autour, quoi. Moi, c'est souvent ces deux regards-là que je porte. Et après, c'est parce que c'est vraiment des sujets qui me passionnent, quoi. Oui, ok. On passe énormément de temps, je crois, plus de 3/4 de sa vie au travail. Donc, c'est quand même... je me suis dit, c'est pour ça aussi que j'avais envie de discuter avec toi, c'est que si on n'est pas bien au travail, ça veut dire que potentiellement, 3/4 de sa vie, on est dans un mal-être, et ça ne contribue pas forcément à un épanouissement personnel et professionnel. Et donc,
Et peut-être que petit à petit, on se laisse dépérir et finalement, on prend ça pour acquis. On se dit, bah, voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, pour une personne qui n'a pas forcément conscience de tout ça, ce serait quoi les premières choses à faire? Est-ce que ce serait de se faire accompagner ou en tout cas, à son niveau personnel, quelles seraient les premières étapes pour entamer ce changement, en tout cas entamer ce questionnement pour savoir est-ce que finalement je suis à ma place? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que c'est, comme tu as dit tout à l'heure, la frustration? Ou est-ce que y a autre chose des signes peut-être? Je vais te faire deux réponses. Une réponse courte. La première réponse, c'est déjà une décision de chacun en fait. C'est une décision et un choix intime de chaque personne que de décider d'aller sur un terrain de jeu qui est créatif, qui est vraiment qui est mon terrain de jeu favori, qui donne du sens et du plaisir. Donc ça, au départ, c'est une décision. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est vraiment de ne pas tomber dans le piège de j'ai un diplôme, je vais chercher un métier pour la sécurité. Mais c'est vraiment d'écouter son cœur et d'aller là où ça fait sens, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects. Et quel que soit l'âge, finalement. Que ce soit à 10-15 ans, que ce soit à 18-25 ans, que ce soit à 40 ans. Parce que je dis 40 ans, c'est souvent il y a souvent des transitions de vie. Que ce soit à 60-70 ans, ou voire plus tard, quoi. Donc voilà. Après moi, c'est vrai qu'avec mon expérience, j'ai vraiment synthétisé 4 étapes qui sont essentielles pour moi, que sont d'aller vraiment reconnecter ses fondations. C'est vraiment l'image d'un arbre, les fondations de l'arbre, les racines. C'est vraiment son espace d'identité, en fait, ses fondements identitaires existentiels. Ensuite, d'aller voir à quoi j'aspire, quel est mon écosystème de rêve, mon aspiration, mes rêves, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir, en fait, au plus haut potentiel. Et moi, je le travaille dans tous les domaines de mon existence, en fait, tous les domaines de vie. Même si après, on approfondit sur le professionnel. Ensuite, le troisième aspect, c'est le tronc, c'est entre les deux, c'est qu'est-ce qui va faciliter le déploiement de mon potentiel ou qu'est-ce qui va me contraindre, en fait. Et là, on va aller visiter ensemble toutes les contraintes émotionnelles et existentielles de l'individu. Et la 4e étape, c'est on va ensemble passer à l'action. C'est-à-dire, on va ensemble définir une tactique et passer à l'action. Et en même temps, moi, je transmets des outils que j'ai largement éprouvés pour pouvoir entretenir et pérenniser son projet de vie sur le long terme, en fait. Ma croyance profonde, c'est qu'on a chacun une graine, un potentiel, et à partir de là, on peut être vraiment un leader de ce monde. Alors, un leader de ce monde, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir, à sa manière, contribuer parce qu'il est vraiment bien centré sur ses fondements identitaires existentiels, ses valeurs, et à partir de là, il va pouvoir propager du positif autour de lui. Et pour moi, tous les êtres humains ont ce potentiel-là. Simplement, ceux qui réussissent, entre guillemets, ceux qui viennent à moi, c'est des personnes qui, elles-mêmes, au départ, ont choisi, en fait. Maintenant, je travaille plus avec des personnes qui sont pas prêtes ou qui ont pas trop envie, en fait. Voilà. Si tu as choisi, en fait, c'est vraiment possible, quoi. Moi, je suis juste là pour te donner quelques on va dire, quelques éléments qui vont faciliter ce chemin-là, quoi. Voilà un peu ce que je pourrais te répondre. Ouais, c'est ça, là, cette méthode en 4 étapes. C'est quoi? Comment elle s'appelle, la méthode? Alors, moi, je l'ai baptisée la méthode LP4, en fait. 4, c'est les 4 piliers, en fait, ce que je viens de citer, les 4. Les fondations, la vision, ce qui va faciliter le déploiement et puis ce qui va permettre de transformer l'être humain grâce au passage à l'action, à la transformation. LP4, le P, c'est les piliers, c'est les 4 piliers, et le L, c'est vraiment le leadership, et notamment le leadership professionnel de LP. Donc, je trouvais que dans LP4, il y avait un peu l'essence de ce que je partage, quoi. Voilà. Ça met combien de temps à faire une transition? Parce que ça sert quand même de toucher à des... Bah, tu dis les fondations, c'est quand même, des fois, ça remet en cause peut-être potentiellement toute sa vie. Enfin, en combien de temps tu peux entamer, sur combien de temps tu peux entamer une transformation, en fait, en moyenne, quelques mois, quelques années? C'est difficile de répondre. Moi, les parcours que je fais, c'est des parcours sur 3 mois, en fait. On va vraiment redéfinir ces fondations qui vont pouvoir permettre d'aller vers quel type de posture j'ai envie d'avoir dans mon métier. Est-ce que c'est ce métier-là? Est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que je change? Peu importe, en fait. L'objectif, c'est vraiment d'aider la personne à se recentrer sur sa puissance intérieure, que ce soit je poursuis dans ce métier ou je vais ailleurs, en fait. Peu importe. Après, moi, ça a été une histoire de plusieurs années. Ça va dépendre du niveau de maturité de la personne, de l'âge de la personne. Ça va se faire aussi par étapes, en fait. Donc, c'est difficile de répondre à ta question. Mais je dirais qu'au minimum, une fois que j'ai pris la décision, je pense que raisonnablement, il faut compter entre 3 mois et 1 an, en fait.
Et après, une fois que je passe à l'action, ça va se faire par étapes, en fait. Donc, ça peut être entre 3 mois, 1 an et 3 ans, en fait. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre de l'histoire de la personne, donc c'est difficile de te répondre comme ça. C'est sa volonté de vouloir changer. Et c'est ça. Mais une fois qu'il y a la décision et que tu as commencé à tu as commencé à avoir conscience de qui tu es intimement, tu te sens déjà intimement à ta place. C'est ça qui est intéressant. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Tu sens déjà qui tu es, tu te sens déjà à ta place. Et du coup, le fait de changer, de mettre des choses en place au fur et à mesure des mois qui passent, c'est un terrain, en fait, c'est un voyage qui est déjà joyeux, en fait. Donc, tu es déjà, en fait, dans un processus de changement qui est déjà enclenché. Qu'est-ce qu'on ressent quand tu dis on sent qu'on est à sa place? Enfin, c'est peut-être difficile à décrire. Moi, j'ai du mal à peut-être apercevoir, mais c'est quoi? C'est de la joie constante? C'est le matin, on se lève, on se dit waouh, c'est trop bien. Comment on sent qu'on est à sa place? C'est une très très bonne question. Moi, au départ, j'avais fait un vision board, en fait, où j'avais mis vraiment mes fondements identitaires existentiels, ma mission de vie, ma zone de talent, ma raison d'être. J'avais mis des images, les animaux qui m'inspirent, en fait, en tout cas, aller vers là. Mes valeurs, j'ai des images, j'avais mis mes rêves aussi. Et dans un des aspects de ce vision board, j'avais mis, je veux vraiment me sentir professionnellement à ma place, en fait. Et je savais pas ce que c'était. Mais par contre, j'avais vraiment le désir très profond, en fait. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que de se sentir à sa place. Et c'est intéressant ta question parce que je vois entre quand j'y étais pas et quand j'y étais, en fait. C'est très difficile à décrire. C'est vraiment un sentiment. Tu vois, ce matin, je suis venu, je savais que j'allais au bon endroit, que je me sentais à ma place, que j'allais vraiment aider des gens, j'allais venir à cette interview. Je sentais intimement, en fait, je me sens, j'ai pas de doute, en fait, je me sens complet, aligné dans ce que je vais faire, en fait. C'est-à-dire que j'ai une sensation de complétude intérieure, je vais faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi, j'ai aucun doute sur ça. Quand je me lève le matin et que je vais travailler, que ce soit à la maison, que ce soit en intervention, j'y vais avec une certaine joie, un certain plaisir, et quand je rentre, je me sens vraiment utile. Je me dis, waouh, là j'ai vraiment participé à quelque chose, quoi, qui est cohérent pour moi et qui est bon pour la personne. Donc c'est un peu tout ça, en fait, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, ça grandit, ça s'empuissance, ça s'enracine, ça prend de plus en plus d'ampleur. Enfin, moi, je le vois par rapport à mon expérience, et je le vois dans les témoignages de gens, de leaders, de gens, voilà, qui sont allés vers cette forme d'épanouissement et d'accomplissement. Je vois, en fait, qu'il y a vraiment ces ingrédients-là qu'ils éprouvent, quoi. Donc, c'est un sentiment intime qui est difficile à expliquer au-delà de ce que je viens de te dire. Ah, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que je ressens tout ça? Je sais pas. Après, c'est vrai que t'es dans l'humain et c'est vrai que t'as un contact direct t'as un retour direct, en fait, des personnes que tu aides. C'est vrai que moi, je suis dans l'informatique, ça peut être difficile des fois de se dire, t'es devant un ordinateur. En fait, il faut arriver peut-être à aller beaucoup plus loin et qu'est-ce que je fais dans cette entreprise et en quoi cette entreprise va peut-être aider et va contribuer de manière positive en fait au monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de feedback direct. Je me sens à ma place finalement quand ce que je fais, ce que je dis, ce à quoi je contribue, c'est vraiment complètement aligné sur ce à quoi j'aspire. Ce que je pense, ce que je ressens, etc. Pardon. Il y a une forme de congruence, en fait, entre ce que je manifeste à l'extérieur, y compris au niveau de la communication. Bon, au début, je communiquais, je n'osais pas trop parler de mes valeurs parce que je suis un enfant qui s'est beaucoup suradapté à un environnement qui n'était pas complètement en adéquation avec sa sensibilité. Donc, j'ai gardé ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai réussi, en fait, entre ce que je disais, ce que j'affirmais, à être le plus fidèle possible de ce que je ressentais. Et le fait de communiquer d'une manière congruente et authentique, ça, déjà, c'est aussi un processus où je vais me sentir, en fait, à ma place, cohérent intérieurement, parce qu'il y a un alignement entre l'extérieur et l'intérieur, quoi. Ouais. Ouais, ça fait sens. J'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est est-ce que tu penses que du coup, cette place, enfin, je dirais non, mais elle est acquise toute ta vie. Est-ce que tu penses que ce que tu vas faire là, finalement, c'est vraiment ta mission depuis que t'es né, tu l'as trouvée et c'est bon, maintenant t'es bien? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment par des périodes et que là, à l'état actuel, tu fais ça, t'es content, et que peut-être dans 10 ans, tu te trouveras plus forcément à ta place et tu te dirais, bah, finalement, ma mission... Et en fait, je me suis trompé. C'était qu'une étape intermédiaire pour arriver à l'étape finale. Je comprends. Je peux te poser une question? Quelle est la propriété d'une fleur de menthe, d'après toi? La menthe, elle contribue à quoi?
faire lutter à l'avant. Voilà, à fluidifier le système digestif. Tu vois, elle a vraiment des propriétés, une spécificité en fait. Est-ce qu'une graine de menthe pourrait, par exemple, produire du blé comme peut le faire un grain de blé ou avoir les vertus d'un coquelicot? Oui ou non, c'est une question. Non. En fait, on est pareil. En fait, c'est-à-dire que ma croyance, c'est que la graine de se comporter intimement, on n'a pas à le construire, on a juste à le découvrir. C'est vraiment le travail que je fais quand on découvre ses fondations, en fait, dans le premier pilier des 4 piliers de ce que je parlais tout à l'heure, de ce dont je parlais tout à l'heure. C'était intéressant de voir qu'en fait, plus je vais accepter de découvrir, donc ça demande en fait d'être actif et relâché en même temps. C'est-à-dire que la graine que l'on porte, le potentiel que l'on porte quand on vient sur Terre, et quand on le déploie, en fait, il est déjà là à notre naissance. C'est vraiment ce que je crois. Je dis pas que c'est la vérité, je dis ce que je crois. C'est exactement la même chose pour un grain de blé, un grain de feuille de menthe, un grain de coquelicot, etc. En fait. C'est-à-dire que le potentiel qu'on va découvrir, adulte, qu'on va déployer, il était déjà là à la naissance. C'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, on a déjà ça là-dedans, en fait. Alors après, le métier peut évoluer, ça peut prendre des formes différentes. Moi, par exemple, je suis un activateur de talent, en fait. J'arrive à capter chez les gens leur sensibilité profonde et leur talent, en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai. J'arrive au départ à créer des espaces très intimes où on va partager de manière intime, on va se dévoiler, et puis il y a quelque chose qui va se révéler, en fait, de sa puissance liée à son potentiel. Voilà. Donc ça, je peux le faire dans le métier de coach, mais je suis aussi auteur-compositeur. J'aime écouter des réalisateurs de musique de film. J'aime écouter en fait l'histoire qu'ils ont voulu raconter, le message qu'ils ont voulu faire passer, l'histoire personnelle qui est derrière eux, pour vraiment révéler en fait la sensibilité profonde et leur sensibilité profonde à travers le film, pour faire émerger en fait l'essence de l'être là qui s'appelle le film. Donc je dis ça parce qu'il peut y avoir plusieurs formes en fait d'expression, mais la zone de talent, le don, c'est vraiment le même pour moi à la base. Après, il peut effectivement évoluer au fur et à mesure de l'existence d'une personne. Alors au départ, on peut ne pas en avoir conscience, comme la plupart des êtres humains, et plus on va avancer, pour certains êtres humains, peut-être pas forcément beaucoup, on va en avoir conscience et on va se déployer en fait. Tout à l'heure, on en parlait avant de faire ça. Finalement, le succès, entre guillemets, ou la notoriété, etc., pour moi, c'est pas une cause, c'est une conséquence. Moi-même, je me suis pris à ces pieds. À un moment donné, je me disais, waouh, j'aimerais faire tu sais, ces vidéos-là, ces TEDx, ces choses comme ça. Ah, oui. Mais en fait, je m'en fous, quoi, maintenant. Si un jour j'en fais, ce sera une conséquence de ce que je déploie et de ce que je contribue, en fait. C'est pas une cause, en fait. Donc, pour moi, tout ça, c'est pareil, la performance en entreprise, c'est une conséquence de est-ce que je me sens à ma place et épanoui, en fait. Donc, voilà. Je sais pas si peut-être que je m'éparpille un peu, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de je pense avoir compris, oui. C'est vrai que je rebondis par rapport à ce que tu dis. J'avais vu une étude scientifique, justement, sur la performance, et notamment dans la psychologie positive, c'est que c'était le bien-être des employés, et en tout cas comment elles sentaient et comment elles utilisaient leurs points forts, qui contribuaient en fait aux performances optimales de l'entreprise, et non en fait de corriger leurs faiblesses et de chercher à corriger ce qui ne va pas chez eux. Au mieux, ça contribuera à une performance moyenne de l'entreprise, et que l'idéal, en fait, si les patrons veulent avoir une entreprise performante, c'est d'aller stimuler les points forts de leurs employés, stimuler le bien-être pour qu'elles soient en fait heureuses de contribuer et de se sentir utiles finalement. Ouais. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, on en avait discuté de ça. C'est très intéressant en fait, c'est que d'un côté, moi ce que ça m'évoque, c'est que plus je vais avoir conscience de mon potentiel, de mes qualités, mais vraiment inhérentes, de mes facultés finalement, de mes prédispositions naturelles, plus ça va se déployer en fait. Parce qu'en fait, je vais en avoir conscience, je vais le reconnaître. Plus je me mets en contact avec mes zones de défaut ou mes zones finalement de fragilité, si j'ai pas suffisamment cette capacité d'accueillir et d'avoir confiance en moi, au premier point lumineux en fait, je vais petit à petit m'enfermer là-dedans en fait. Donc soit je me déploie, soit je me contrains. Et c'est intéressant parce que derrière ça, pour moi, ce que je vois deux choses. Je vois que plus j'ai conscience de qui je suis intimement, plus je vais le déployer. Et plus je me sens en confiance à accueillir mes points de vulnérabilité, de fragilité, plus je vais les mettre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire ça va pas devenir quelque chose qui va me contraindre, mais petit à petit, je vais pouvoir m'accepter là-dedans et aussi, avec ma vulnérabilité, me déployer, en fait. Donc moi, mon objectif, en tout cas, derrière ça, c'est d'amener les gens à se remettre dans un cercle vertueux d'accomplissement, finalement. Il y a un peu de ça, en fait, ce que ça m'évoque. Ouais. C'est si je comprends bien, en fait, avant de chercher un endroit où on est bien
au travail, c'est d'abord de toute façon faire un travail sur soi, en fait. Enfin, mais bon, le travail sur soi prend beaucoup plus de temps que potentiellement trouver un boulot tout de suite. Et donc, c'est quelque chose qui se fait en parallèle. Mais ce qu'il y a à faire pour chaque personne, c'est finalement tous les jours travailler sur soi. Bien sûr. Alors, quand tu me dis ça, moi, ça m'évoque la question du fameux travail alimentaire, en fait. Oui. Pour moi, il y a le travail alimentaire qui est subi, c'est-à-dire que je suis entre mon je dois, parce qu'on me dit, ou parce que je suis là pour des questions d'argent, et ce que je suis intimement, il y a un décalage, en fait. Et donc, ça génère de la tension à l'intérieur. C'est l'intelligence du corps qui dit, ah, là, c'est pas suffisamment aligné, en fait. Mais le travail alimentaire, en fait, qui est pas nourri derrière par un projet professionnel, tu vois, qui fait sens, il va vraiment être très inconfortable. Alors que le travail alimentaire, qui en parallèle nourri par un projet, tu vois, qui fait sens et par cette aspiration, parce que je sais que je vais vraiment aller vers quelque chose où je vais pas rester longtemps, je sais que ce travail alimentaire, finalement, il me sert pour gagner de l'argent, pour du lien social, pour permettre de cheminer à côté. Il va être vécu d'une manière différente. Donc la problématique, c'est pas le travail alimentaire, en fait, c'est la décision que j'ai prise dans X mois ou X années de me réaliser, en fait, dans ma vie. Donc, effectivement... Est-ce qu'on peut arriver à se réaliser dans un job alimentaire aussi, si on arrive à trouver peut-être le point positif ou je sais peut-être qu'à sur court terme, mais est-ce que sur le moyen long terme, si tu réalises que le job il te permet d'exprimer, en fait, ton essence, ta singularité, et il répond à des valeurs, effectivement, il va te rapprocher d'un terrain de jeu, en fait, qui te rend créatif et joyeux. Mais si le travail alimentaire, en fait, te permet pas de nourrir ça, en fait, soit tu vas attendre la retraite, donc ça va être compliqué émotionnellement, soit tu vas accepter, en fait, ou tu vas te faire croire que finalement de gagner de l'argent ça suffit, il y a plein de gens qui font ça, ou soit à un moment donné tu vas vraiment vivre une forme d'éveil de conscience et tu vas te dire non, moi j'ai vraiment envie de me réaliser, et en me réalisant je vais contribuer, en fait. Voilà. Ok. Du coup, pour les est-ce que tu aurais des exercices ou des choses que tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui veut commencer à entamer ce travail, peut-être déjà par elle-même, peut-être est-ce qu'il y a des exercices d'écriture, j'en sais rien, peut-être via la méditation. Est-ce que tu aurais des choses à conseiller à ce niveau-là qui te viennent en tête? Oui, alors ça me permet peut-être de prolonger ce que je disais juste avant. Moi, c'est vrai que depuis 10-15 ans, j'ai ce que j'appelle mes matins inspirants, en fait, où j'ai des rituels quotidiens autour de la méditation, autour de la visualisation, ma mission, mes visions selon mes rêves. Je prends le temps de temps en temps de les relire, de les réécrire. Je lis mon vision board, je fais du trampoline. Enfin, je prends soin, en fait, de mon esprit, de ma vision, et j'essaie aussi d'avoir une alimentation saine, en fait. Une alimentation saine, alors tout ça, c'est des croyances perso, bien sûr. C'est qu'est-ce que je peux manger qui peut m'apporter plus d'énergie que de consommer de l'énergie, en fait. Donc, j'ai une alimentation qui est plutôt végétarienne. Moi, je prends des compléments alimentaires naturels. Enfin, voilà, j'ai tout un tas de choses au niveau de entretenir mon esprit, en fait, et au niveau de prendre soin de ma santé, de mon énergie. Je vais souvent me balader. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est presque un peu comme d'avoir un peu un quotidien presque de sportif de haut niveau, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire d'avoir vraiment une vie qui soit vraiment une vie saine. C'est-à-dire je peux pas imaginer m'épanouir et m'accomplir et puis manger n'importe quoi, ne pas méditer, enfin être dans un quotidien de vie qui soit vraiment pas bon pour ma santé. Pour moi, c'est vraiment une approche globale qu'il est important d'avoir. Alors après, pour répondre, moi j'appelle ça les matins inspirants. Il y en a qui ont écrit sur ces sujets-là, sur Miracle Morning. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, un exercice qui est très simple, c'est ce qui peut être intéressant déjà, c'est d'aller identifier son écosystème de valeurs, en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Et de te poser cette question jusqu'à faire émerger au moins 30, 40, voire plus des mots, dont l'amour, le partage, la créativité, la justice, la sécurité, l'inspiration, l'honnêteté, la famille. Voilà. Alors la famille, pour moi, c'est un domaine. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et tu vois, et ensuite, l'idée, c'est de faire émerger quels sont les 8 critères, les 8 valeurs, en fait, qui sont les plus importantes pour toi dans ton existence, en fait. Voilà, donc tu vas faire émerger 8 critères. Moi, j'ai mes 8-9 valeurs. Hein. Moi, c'est l'épanouissement de l'âme, la connexion, la conscience, la souveraineté personnelle,
l'inspiration et la créativité, je les mets ensemble, la beauté, l'amour et puis l'intimité dans les liens et les relations. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment une valeur importante. Est-ce que c'est finalement, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, est-ce que finalement, ces valeurs, elles sont pas faites pour tout le monde? Je sais pas si tu vois ce que finalement, l'amour, la beauté, est-ce que finalement, c'est pas l'essence même de l'être humain? C'est une très bonne question et souvent on me pose cette question et moi, ce que j'ai observé, c'est que je l'ai fait avec beaucoup de gens, ce travail-là. Depuis 12 ans que je fais ce métier, j'ai croisé plus de 2500, enfin j'ai accompagné plus de 2500 personnes, soit des managers, des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs, des porteurs de projets. Et tout le monde a vraiment un système de valeurs, c'est-à-dire ces 8 valeurs fondamentales qui sont différentes en fait. Alors après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles peuvent évoluer, mais il y a quand même un noyau de valeurs qui va rester toute la vie de la personne. En fait. Après, ça peut être intéressant de donner une définition. C'est quoi pour toi l'amour? C'est quoi pour toi le partage? Une définition simple en fait, en une phrase, ça va te donner un peu le mode d'emploi, ça va aider la personne à mettre du concret. Et après, tu peux les évaluer, c'est-à-dire dans mon existence aujourd'hui, est-ce que je vis ça à 10 sur 10 ou est-ce que je vis ça à 1 sur 10 quoi, voilà. Donc ça va permettre de créer des effets de correction pour pouvoir se rapprocher d'une existence concrète dans son action, dans son agir, dans ce que je vis dans ses relations, qui va être petit à petit de faire des effets de correction pour se rapprocher de son système de valeurs. Voilà. Ça, c'est le premier exercice qu'on peut faire. Et dans le travail sur les fondations, c'est vraiment... pas que, il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait, mais c'est un des exercices qu'on va faire, effectivement. Ok. Donc, réfléchir sur ses valeurs, faire un listing. Et peut-être, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'au début, on va peut-être dire des valeurs. Et est-ce que prendre une liste de valeurs et voir lesquelles résonnent, et ensuite voir si tous les jours, en fait, c'est toujours les mêmes qui résonnent, et on fait ce travail comme ça itérativement, ou c'est vraiment un matin... Soit tu peux aller les chercher effectivement à l'extérieur, mais l'intérêt de la question, qui va vraiment jouer avec le cerveau, c'est ce qu'on fait en PNL, et notamment, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? En principe, ton être, ton cerveau et ton être plus largement, c'est en fait répondre à ces questions-là. Alors, après, il y a des domaines de vie, il y a la famille, le professionnel, etc. Souvent, les gens, pas tout le temps, mais des fois, les gens disent la famille, et moi, je leur dis la famille, c'est un domaine de vie. Qu'est-ce que la famille te permet de vivre? La transmission, la sécurité, l'intimité dans les liens, tu vois. Il peut y avoir différents critères et différentes valeurs, en fait, différentes pour tout le monde. Les valeurs, en fait, c'est comme les besoins humains, qui a été vraiment théorisé par la psychologie humaniste et par le courant de Carl Rogers et Marshall Rosenberg. Les besoins humains, en fait, c'est vraiment ce qui va participer, contribuer à notre survie, à notre équilibre, à notre épanouissement d'être humain, en fait. Il y a les valeurs qui touchent à la sécurité, les valeurs qui touchent au relationnel et les valeurs qui touchent à l'apprentissage et à l'épanouissement humain. Bon, 3-4 catégories. Et parmi ces besoins-là, en fait, qui sont des besoins universels à tous les êtres humains, pour sa survie, son équilibre et son épanouissement, il y a des critères qui sont vraiment hyper importants et essentiels à son existence. Et ces critères-là, c'est ce que moi j'appelle l'écosystème de valeurs, en fait, qui fait qu'on va avoir tous, moi c'est ce que j'ai remarqué, une famille de valeurs qui sont différentes. Alors, une valeur, c'est intéressant parce qu'elle a une longueur d'onde aussi. C'est-à-dire que ça t'arrive des fois de dire, tiens, je me sens sur la même longueur d'onde de cette personne et pas. Souvent, c'est parce qu'on a une famille de valeurs, en fait, ou une ou deux valeurs, ou une seule qui est vraiment en résonance, qui est proche. Et donc, du coup, on va se sentir dans une forme d'appartenance et sur la même longueur d'onde, en fait. Voilà. On peut se connecter, ouais. Voilà. Donc, on peut ne pas forcément, pour rebondir sur ça, ne pas forcément se sentir en harmonie avec tout le monde, quoi. C'est peut-être quelque chose d'idéal. Pour moi, en fait, plus je me sens en harmonie avec moi, plus je vais me sentir en harmonie avec mon environnement, en fait. Voilà, donc ça, c'est... Est-ce que, justement, si on est dans une situation de travail, peut-être, je pense à 2-3 personnes dans mon entourage qui ont peut-être des relations au travail un peu compliquées, est-ce que tu penses, ou est-ce que tu as vu, si en faisant un gros travail sur soi, sans forcément changer de travail, les relations changent avec les autres? Avec peut-être le manager qui ne sait pas manager, ou le collègue qui est toujours là de faire une crasse. Parce que finalement, on est peut-être quelque part... L'autre, c'est le miroir de soi. Donc moi, j'aurais tendance à croire que si on se change soi, l'autre va automatiquement changer. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça, en tout cas au travail? Alors, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup observé que quand je commence... Moi, j'aime bien aller voir, en fait, qu'est-ce que le décor et le miroir, en fait, de l'écosystème relationnel dit de moi, en fait. Souvent, quand je fais de l'accompagnement individuel, généralement, il y a un enjeu relationnel. Souvent, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que ça dit de moi. Donc, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que l'environnement dit de moi, de manière à pouvoir éclairer, en fait, ce à quoi j'aspire,
d'éclairer mes difficultés, mes zones de fragilité, mes défauts, entre guillemets. On va aller voir tout ça pour mieux se connaître et finalement se retrouver avec soi-même. Et souvent, quand il y a un changement qui se passe individuellement, il y a souvent, c'est assez magique, c'est assez incroyable, il y a souvent des changements qui se passent dans l'environnement immédiat extérieur, en fait. Et après, dans ce changement-là, il peut en fait soit y avoir une forme de cohérence et d'épanouissement dans son environnement de travail actuel, mais la personne peut aussi être amenée en fait à bouger, à évoluer, en fait. Voilà. Ouais. Donc d'abord, je me recentre sur moi, en fait, je vois ce que j'éprouve, ce qui se passe, ce que peut-être l'environnement me renvoie. Ensuite, je vois qu'est-ce qui me remettrait en cohérence, qu'est-ce que je peux faire pour me réajuster à la situation extérieure. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Soit je suis destiné à bouger ailleurs, soit je suis destiné à rester, en fait. Voilà. C'est vrai que pour moi, alors ça, c'est vraiment dans ma vision à moi, hein, c'est vraiment une affaire très intime et personnelle, en fait, finalement. La vie nous renvoie à notre propre responsabilité ou à notre propre irresponsabilité, finalement. Et ce qu'on va faire dans un accompagnement, que ce soit psychothérapie ou coaching, c'est finalement de reprendre les rênes de son existence, en fait. L'opportunité, c'est de se déployer dans qui je suis, dans ma dimension lumineuse. Et si je suis connecté à ma dimension lumineuse, en fait, pour moi, mon élan de contribution, il est écologique, il est positif, il n'est pas négatif, en fait. Je crois vraiment à ça, en tout cas, c'est ce que j'observe. Ok. Est-ce que toi, à ton stade, du coup, tu vois c'est peut-être idéal, t'as plus de conflits ou t'es plus en tension avec les personnes parce que finalement, t'attires, comme t'es bien, en fait, avec toi, t'attires que des choses positives et... Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de conflits qu'auparavant, en fait. Ça, c'est sûr. Parce que je vis beaucoup plus en cohérence dans ce que je fais. J'ai la capacité, les ressources pour être plus authentique. J'ai aussi beaucoup plus conscience de ce qui est important pour moi. Donc, du coup, ayant plus d'alignement, il y a moins de conflits. Et après, il peut y avoir des zones de conflits dans différents domaines. Par contre, beaucoup plus qu'avant, en fait, j'ai cette capacité d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait? Il va se poser la question. Déjà, donc, de créer des espaces d'intimité avec moi et, dans la mesure du possible, de créer des espaces d'intimité avec les personnes avec qui je peux être en conflit. Et puis après, il y a des conflits qui sont non résolus et j'ai beaucoup plus de capacité maintenant de les accepter tels quels. Et en tout cas, je me sens beaucoup moins victime de ce que je peux vivre à l'intérieur ou de l'extérieur. Ça, c'est sûr, en fait. Quoi. Ouais. Et je me sens dans un processus de vie créatif et moi, j'ai vraiment envie de kiffer la vie, de changer le monde, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Sinon, je serais pas là, tu vois, par exemple, avec toi maintenant, quoi. Si chaque personne pense comme ça, c'est sûr que le monde irait beaucoup mieux. Hein. C'est le concept que j'aimais appeler diffuseur de positif. C'est ça. Être bien avec soi pour pouvoir ensuite impacter le monde, en tout cas envoyer du positif autour. Ouais. Mais ce que tu dis là, pour moi, c'est vraiment un choix de vie au départ et c'est un art de vivre aussi. Tout à l'heure, j'y arrivais pas trop le mot. Quand je fais le matin, quand je mange de cette manière-là, pour moi, c'est un art de vivre aussi que je vais intégrer. Donc, si je devais t'aider en fait à toucher ta zone de leadership, je t'aiderais aussi à voir au-delà de la dimension professionnelle pour voir à quelle vie tu aspires et quel art de vivre tu as envie de mettre en place dans ton existence pour que ton corps puisse être aussi au service finalement de ton âme et de la vie que tu as envie de vivre. Oui, tout à fait. Ouais, c'est important. C'est pour ça on parle d'approche globale, holistique et que, enfin, il faut pas se focaliser sur un seul domaine parce que tout se répercute et tout est en lien finalement quelque part. C'est ça. Et c'est vrai que les relations sociales, c'est un outil en fait magnifique de développement personnel. Alors j'ai beaucoup de mal à le faire passer comme message autour de moi parce qu'on se dit ouais non c'est toujours la faute de l'autre, c'est l'autre, etc. Et souvent quand on dit pose-toi la question de pourquoi ça te titille ou qu'est-ce qu'elle renvoie peut-être chez toi, on me dit mais non c'est l'autre qui est responsable, moi j'ai rien à reprocher et finalement c'est dans quelque part on remet toujours la responsabilité sur l'autre alors que si on se pose la question des fois ok, cette personne me fait chier ou elle m'embête ou peut-être elle me provoque de la tristesse. Peut-être que si on prend le temps de prendre cet échange comme un outil, ça nous permet d'élargir notre conscience et d'aller de l'avant, quoi. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident non, parce que c'est pas évident, non, bien sûr. Surtout au travail, quand c'est un manager qui te casse la tête. Tu sais, moi, demain, je vais démarrer 3 jours sur le leadership dans une formation d'inter-entreprise. On va aller explorer ces zones d'inconfort à l'intérieur. Si un objectif, c'est que dans la réalité actuelle, il y a plus ou moins un inconfort, plus ou moins fort. Cet espace d'inconfort, en fait, pour moi, c'est l'intelligence de la vie qui va permettre d'ouvrir, en fait, des espaces de cohérence et de créativité. Mais au départ, ce que tu dis là, effectivement, ça demande d'accepter, d'aller voir qu'est-ce que je vis à l'intérieur.
Parce que c'est effectivement, de repousser l'extérieur, c'est une manière finalement de me fuir intimement. Donc effectivement, cet inconfort, en fait, pour moi d'ailleurs, les dernières citations que j'écrivais, c'est que plus je suis le fait d'être en contact avec ma vulnérabilité, c'est un espace qui va pouvoir me permettre de déployer ma puissance, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment les deux, l'ombre et la lumière, qui jouent ensemble, en fait, quoi. Donc, plus je suis en contact avec mon ombre, plus je vais pouvoir déployer ma lumière. Ouais, j'aime bien chercher dans son pour ombre. moi, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai vérifié, donc c'est assez évident, quoi. Et puis l'image, tu vois, quand tu cours, t'as le soleil, l'ombre elle est toujours derrière toi, hein. Elle te poursuit quoi qu'il arrive, et même si tu vas à l'autre bout du monde, au début tu penses que tu fuis, mais quelque part ça va revenir d'une manière ou d'une autre, peut-être via une nouvelle personne que tu vas rencontrer, peut-être via une autre situation. Exactement. De vie. Exactement. Mais après, la conscience que tu vas développer de toi-même, la résilience, l'amour que tu vas aussi avoir, parce que plus je me sens en empathie avec moi, plus je vais pouvoir m'ouvrir, en fait, empathie pour les autres. Donc petit à petit, je développe une forme d'humanité qui va se déployer en moi et à l'extérieur. Mais bon, après, c'est un processus. C'est un long niveau, même. C'est un processus qui va de plus en plus croissant, hein. Donc voilà, quoi. Arriver à exprimer de l'empathie, de la compassion pour chaque personne. Et je pense que le stade ultime aussi, c'est arriver à exprimer de la compassion pour des personnes qui font du mal, et ça bien sûr, c'est un stade, et je pense que c'est beaucoup aussi avec la foi aussi de pouvoir arriver à un stade bien sûr. Ouais. Et plus je vais ce que je voulais préciser, c'est que plus je vais trouver cet alignement et cette confiance en qui je suis intimement, plus je vais pouvoir, parce qu'en fait plus je me déploie, en fait, dans la lumière, et moi je le vois là sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je communique beaucoup. Ce qui m'a mis en résistance au départ, c'est la peur que j'avais du jugement et du rejet, en fait. Donc ça, c'était vraiment mon histoire. Et c'est des blessures existentielles que j'ai pu, on va dire, prendre soin de ces parts-là, plus j'ai pu me mettre dans la lumière. Et donc, effectivement, dans cette lumière-là, en fait, il y a des gens qui sont pas OK, qui sont pas d'accord, qui peuvent avoir des réactions. Et je me sens beaucoup plus en sécurité avec moi et en confiance, parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi, en fait. Et plus je me mets dans la lumière, plus je peux aider les gens qui ont besoin, en fait. Tu vois, donc c'est vraiment un processus. Mais à un moment donné, ça demande aussi, c'est-à-dire que plus je me connais, je me sens en confiance, en fait, plus je suis moins sensible, en fait, aux réactions extérieures, en fait. Okay. Moi qui étais un suradapté, un grand sensible, en fait, qui a été très sensible au regard extérieur, en fait, ça a été un long chemin. Et aujourd'hui, je vois que ma puissance, je la déploie parce que je peux me manifester, me montrer et aller vers ce à quoi j'aspire, et de le partager à ceux qui ont envie, en fait. Ouais. Donc ça me demande de me mettre au grand jour, et aujourd'hui j'ai la capacité intérieure de le faire, ce que j'avais pas, en fait, il y a quelques années auparavant, par exemple. Mais on est bien clair, tes peurs, tu les as toujours, sauf qu'elles sont mineures par rapport à cette lumière que tu vas dégager. Alors, ou... soit elles sont mineures, soit elles sont là, et je les accueille, en fait. Et je peux même en parler des fois aussi. Venez, mes petites peurs. Ouais. Souvent, quand je commence des groupes, quand je suis en présentiel avec des participants, ça peut m'arriver le matin quand on fait. Moi, je travaille sans table, qu'avec des chaises. Ça peut m'arriver d'être impressionné, d'avoir peur, en fait. Et c'est souvent quelque chose que je pose, en fait. Et c'est intéressant parce que moi, ça me permet de me réunifier à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre moi, ma conscience et ma peur. Et c'est intéressant parce que ça modélise aussi aux autres. Les autres se disent, ah, s'il accepte, moi, je peux l'accepter. Et donc, c'est tout bénef, en fait. Donc, si le grand Lionel a dit qu'il a peur, c'est bon. Ça oui, par rapport à la représentation qu'ils peuvent avoir. Après, moi, je ne veux pas donner cette image-là. Mais effectivement, ça peut au départ, oui, il peut y avoir... L'autre peut mettre au-dessus, mais j'avais beaucoup du mal avec ça, mais c'est vrai que le fait d'être vulnérable, montrer sa vulnérabilité, ça débloque énormément de choses. Enfin, dans les relations. Quand on dit tout de suite... Bon voilà, par exemple, j'appréhende ce moment où j'ai peur de ça et tout de suite, là, on casse les barrières, on se dit, bah, finalement, la personne, elle est humaine, elle est comme moi. Bien sûr. Moi, j'ai été très inspiré par une chercheuse en sciences sociales américaine. Elle s'appelle Brené Brown. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Oui. Et elle a une conférence qui s'appelle L'appel au courage, en fait, que vous pouvez voir en vidéo. Et effectivement, elle raconte que elle, notamment en entreprise, au départ, on lui disait, ouais, venez nous aider à développer notre créativité, le lien social, l'épanouissement. Mais eux, en fait, les dirigeants qui l'appelaient au départ, ils voulaient travailler que sur des tableurs Excel. Elle leur a dit, écoutez, non, si vous voulez développer votre créativité, si vous voulez vivre des relations beaucoup plus saines, développer l'implication, etc., il va falloir en fait jouer avec la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, ça va être un terreau magnifique pour pouvoir déployer, en fait, l'inconfort va être un potentiel de déploiement de
tout l'espace de créativité et d'énergie humaine intérieure, en fait. Donc, l'idée, et moi, c'est ce que je fais en entreprise, c'est que j'essaie vraiment de remettre en mouvement, en fait, le faire, la performance avec l'être, la vulnérabilité, le potentiel G, etc. J'essaie vraiment je réunifie ça, en fait. C'est ce qui fait vraiment ma particularité quand je viens dans une entreprise. C'est ce qui fait que ça peut être vécu de manière très inconfortable au départ, de manière provocatrice, mais comme j'ai suffisamment de confiance dans ces processus-là, maintenant, j'y vais. C'est quoi ton point faible, toi? C'est quoi? Dis dans quoi t'es mauvais? Non, c'est vrai qu'au début, être vulnérable, c'est un outil qui est vraiment pas évident. On sent vraiment une résistance, et je pense que dès lors qu'on arrive à plus sentir cette résistance-là, on devient quelque part beaucoup plus authentique aussi. Reconnaître ses points faibles, c'est important aussi, je pense. Et surtout stimuler les points forts et les accentuer pour vraiment trouver, on va dire, son domaine d'expertise, ou en tout cas le domaine où on est bien, en tout cas le champ d'application où on se sent bien au travail, quoi. C'est ça. Et c'est intéressant ta réaction juste avant. J'ai observé que si je suis dans la toute-puissance, en fait, il y a une part de moi qui est coupée, en fait. Donc je peux avoir la sensation d'être bien ou de prendre le pouvoir, mais il y a une part de moi, en fait, qui est anesthésiée. Et si je suis dans l'impuissance, en fait, de la même manière, il y a quelque chose qui est anesthésié, en fait. Donc, cet équilibre entre les deux, finalement, ce point entre les deux, entre guillemets, de puissance, c'est finalement l'alliance de ma vulnérabilité et aussi de mes capacités, de mon potentiel, en fait. Donc, des dirigeants ou des personnes qui sont dans une forme de relation toxique, entre guillemets, moi, la première chose que je vais faire, si elles viennent en accompagnement, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand moi je suis vrai avec toi? Tu as peur, etc. Donc souvent, il y a des espaces de fragilité qui ne sont pas accueillis, en fait. Donc, il n'y a pas de toute puissance chez moi. Il y a juste un être humain qui a un chemin, qui assume ce qu'il a envie de faire et puis qui fait du mieux qu'il peut, quoi. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est un exercice très puissant. Ça me fait penser à un moment, j'avais fait ça, je ne sais plus, avec 3-4 personnes. Ouais. Je crois que c'était un atelier de connexion authentique. D'accord. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de but. Si on se posait des questions, en fait, on pouvait se poser... pose la question que tu as vraiment envie de poser, en fait, peu importe finalement cette question, pose-la, réponds de la manière dont tu as envie de répondre, et avant de répondre ou lorsque tu as envie de poser quelque chose, vois ce qui se passe en toi, vois ce que ça provoque. Et en fait, c'est vrai que quand on se pose, on prend le temps de discuter et d'être présent, on va peut-être sortir des frissons, on va sortir de la chaleur, on va sentir peut-être des petites crispations, et c'est super. Et on se dit, tiens, si je pose la question, peut-être elle va le prendre mal ou ça se fait pas. Et là, on se rend compte de tout, en fait, de tout ce petit manège mental. Et je me dis, mais mince, si on prend le temps et de faire cet exercice et on se rend compte que de tout ça, alors en fait, dans tous les jours, on est tellement dans le speed qu'on se rend pas forcément compte de tout ça et on est tout sauf authentique, ou en tout cas, on a des difficultés à être authentique parce que finalement, on va dire des choses, on va faire des choses sans forcément écouter son corps. Et j'avais fait cet exercice-là et ça fait très peur parce que vraiment, c'est la personne, elle est en face de toi, il se passe rien. Même le fait d'être dans le silence, c'est inconfortable et ça veut aussi te dire quelque chose sur toi. Donc peut-être aussi peut-être que tu le fais, hein, mais être avec quelqu'un et juste accueillir ce qui se passe et discuter sans forcément avoir d'objectif et juste voir ce qui se passe avec le moment présent. Quoi. Bien sûr. Moi, c'est vrai que moi qui travaille beaucoup avec la Gestalt, il y a vraiment quelque chose qui est... C'est quoi la Gestalt, une petite parenthèse? GESTLT, c'est une discipline d'accompagnement qui est beaucoup utilisée en thérapie. On appelle ça des Gestalt thérapeutes, qui est aussi utilisée dans le développement du potentiel humain pour développer sa communication ou sur le coaching en entreprise. Donc, c'est les coachs gestaltistes. Alors moi, j'ai été formé à la Gestalt en entreprise. J'ai pas fait le parcours pour être Gestalt thérapeute. Je l'ai fait. Voilà, c'était un choix. Et c'est vraiment une approche de l'être humain qui va intégrer à la fois ses sensations, donc son corps, ses émotions, son imagination, son intellect, sa compréhension, et puis le sens de son existence. C'est qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, à quelle place en fait je me situe, je me sens vraiment à ma place en fait. D'autres parleraient d'une approche ou existentielle ou spirituelle. Voilà. Et à cause de cette discipline, ou grâce à cette discipline, qui a une dimension qui est très aussi influencée par différentes choses, notamment par les courants des philosophies orientales, il y a beaucoup cette approche sur l'ici et maintenant, sur l'instant présent, etc. Et effectivement, on va laisser de la place au silence
pour intégrer ces espaces de sensation qui vont venir en fait permettre de toucher à cette connexion authentique dont tu parlais, à cette cohérence. Ouais. Et je joue beaucoup, moi, avec le silence et j'adore ça. Ça fait peur, hein. Ça la fait première peur, fois. Oh là là. Alors surtout dans l'entreprise où c'est pas quelque chose de très autorisé. Et effectivement, j'adore en fait jouer avec ces espaces-là parce que c'est ça m'est très inconfortable. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je vois ça dans les relations. La première fois, quand j'avais expérimenté ça avec une personne, des fois, j'avais tendance, moi, à vouloir combler les blancs et parce que je dis, si je dis rien, elle va peut-être penser ça. Enfin, j'avais plein de ce manège mental, de plein de pensées comme ça. Et j'étais avec cette personne qui en fait, ne répondait pas ou restait comme ça. Et moi, je commençais à avoir chaud. J'ai dit, mince, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi elle me répond pas? Et je pose une question, donc elle va me répondre, mais elle va me répondre, c'est tout. Et c'est très perturbant. Oh là là. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que être dans le silence et être avec une personne qui va pas forcément dans la même dynamique ou qui va pas forcément chercher à aller dans tous les sens, on va dire des choses, on va dire inutiles aussi, parce que c'est vrai quand on parle au quotidien, on va avoir tendance à dire des choses pas forcément utiles et qui ne servent pas. Ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, elle m'a dit je mesure chaque mot, parce que chaque mot a son importance. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 phrases pour dire quelque chose et se retrouver face à ce genre de personne, c'est très perturbant. Et donc, le silence, c'est un très bon outil. Donc, c'est la gestalt en fait. C'est la gestalt, se prendre compte de tout ce qui se passe. C'est ça. C'est intéressant parce que finalement, c'est un outil qui va permettre de développer en fait une forme de. Je me mets un peu en retrait, j'observe ce que je vis à l'intérieur, ce que certains appellent l'être ou la conscience en fait, qui peut s'observer, qui peut tout accueillir. Donc cette forme de sagesse qu'on a tous à l'intérieur, qui fait qu'au bout d'un moment, on grandit aussi à maturité. C'est ce que tu décrivais très bien, j'ai trouvé. Et de notre côté, il y a le mental où l'enfant intérieur en fait qui va un peu paniquer parce que il y a quelque chose qui n'est pas accueilli de l'intérieur, donc du coup, ça peut générer une forme de dichotomie entre « Ah, je panique parce qu'il se passe des choses » et « Ah, j'accueille et je me reconnecte à la conscience ou à l'adulte en moi qui peut vraiment tout accueillir, y compris ces espaces. » Et donc, d'être confronté à ces espaces-là, à un moment donné, et te rendre compte que finalement, c'est pas dangereux, et de pouvoir vraiment goûter, en fait, au niveau de ces sensations, c'est une manière, en fait, de développer sa conscience, donc sa sagesse intérieure, et donc de grandir à maturité, et finalement, de faire des choix de vie au fur et à mesure qui soit beaucoup plus juste en fait. Et donc de trouver cette forme d'accomplissement dans son existence progressivement. Ouais. Ça m'évoque ça en fait. Ouais, non, c'est ça, mais c'est pas dangereux comme tu dis, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est perturbant. Et surtout se rendre compte de ce qu'on fait pour chaque discussion, essayer de se rendre compte de ce qui se passe en fait dans sa tête et dans son corps et voir est-ce que j'ai des petites tensions. Et ça permet aussi... la méditation, ça aide beaucoup à ça. Hein. Enfin, toi, tu m'as dit que tu médites aussi tous les jours. Tout à fait. La méditation, c'est une manière d'être présent ici et maintenant, ce qui se passe, aussi, d'observer, de ressentir corporellement, aussi les pensées, etc. Et donc, d'être avec ça et de se forcer à être avec ça. Et des fois, je peux aussi méditer en étant beaucoup dans mon mental, donc ça peut être pénible. Plus c'est pénible, en fait, l'idée, c'est à chaque fois de revenir à son espace de conscience. Donc, d'en faire régulièrement, ça permet de muscler cette dimension-là et ça devient un art de vivre en fait au-delà de la méditation, c'est ça qui est intéressant. Ça va développer un espace alors pas forcément de calme, même si effectivement multiplié régulièrement ça va développer du calme, en tout cas un espace d'attention à ce que je vis. Je peux aussi être attentif à ce que je vis et être attentif que je vis de l'agitation et c'est ok en fait. Voilà. Donc voilà. Ok. J'allais te poser la question, comment on fait pour être beaucoup plus ancré au quotidien, mais finalement, c'est... je sais pas, cette notion d'ancrage, ça te parle ou pas? Quand on te dit t'es pas assez ancré ou... Oui, alors c'est pas forcément trop mon domaine d'expertise, mais oui, personnellement, ça me parle, bien sûr. Parce que j'imagine, quand on trouve ces valeurs, quand on trouve dans lesquelles on est bien, finalement, on arrive à être beaucoup plus ancré. Ok. Y a pas, on a vu beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai encore j'ai des questions. Bon, là, on va arriver à la fin de cette émission. Je voulais te poser encore 2-3 petites questions. C'est quoi aujourd'hui l'outil, l'outil pour toi qui est le plus puissant ou l'outil, le truc qui te sert en fait tous les jours ou quelque chose qui te que tu utilises, ou en tout cas la première chose que tu recommanderais que tu dirais à quelqu'un de faire, ou une pratique, un outil
Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est difficile de répondre à ta question parce que il y a eu tellement d'outils sur mon chemin que c'est devenu en fait, tu vois, un art de vivre que du coup, en fait, là comme ça, hein, ce qui me vient le plus, c'est vraiment d'être finalement de vivre, d'entretenir sa conscience en fait, c'est-à-dire la conscience de qu'est-ce que je vis à l'intérieur. On en parlait justement à l'instant, donc c'est pour illustrer par rapport à ce qu'on disait juste avant. Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon existence? C'est vraiment d'être attentif à ce que je vis à l'intérieur, donc de faire alliance en fait avec l'intelligence du corps pour savoir est-ce que je me sens en tension ou pas en tension, et également l'outil d'être attentif à tiens, qu'est-ce qui m'inspire là dans l'instant et qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui est vraiment une source de plaisir pour moi en fait. Finalement, c'est de déployer sa conscience pour être attentif à ce que mon corps me dit, d'être attentif à ce que mes inspirations, mes intuitions me disent, de manière à pouvoir vivre une vie qui soit vraiment cohérente et dans le mouvement de la vie finalement qui me traverse, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, non, c'est je pense la conscience. Ouais. Voilà. Tu arrives à suivre ton intuition? Bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours pu sentir, ou c'est un truc que tu as développé au fur et à mesure, l'intuition? Elle est représentée comment, ton intuition en toi? C'est une petite voix, c'est une sensation dans le corps, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, moi j'aime bien en fait la métaphore de la bougie en fait, des fois que je prends. La bougie. Tu vois, tu as une bougie la bougie en fait, elle peut brûler que dans la verticale en fait. Ouais. Donc du haut vers le bas. Ok. La bougie, elle peut pas se tourner vers tu vois le côté, sinon elle s'éteint en fait. Et si tu la retournes en fait, cette énergie de vie en fait, elle reste à l'intérieur en fait. Et la bougie, pour moi, c'est vraiment ce qui me vient, qui m'inspire, en fait, et qui est vivant, qui est de l'ordre du plaisir, qui est vraiment quelque chose d'agréable et qui me dit d'aller rencontrer cette personne ou d'arrêter telle relation ou d'aller me faire un thé ou d'aller boire. Tu vois, c'est vraiment cet espace en moi d'intuition qui fait que plus je vais avoir confiance et confiance en moi, plus je vais pouvoir l'entendre et vivre une vie qui est complètement alignée sur ça, en fait. C'est difficile d'expliquer, en fait. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment d'écouter, en fait, l'espace qui vient du haut vers le bas ou l'espace qui est dans le cœur, en fait. Parce que souvent, l'intuition, elle est vraiment dans le cœur, en fait. Et généralement, dans ce qui t'est dit, si c'est mu par quelque chose qui est doux, qui est agréable et qui est plaisant, souvent, c'est une intuition. Si c'est mu par quelque chose qui est mu par une forme de peur ou d'insécurité ou de manque, souvent, c'est pas l'intuition, c'est le mental, en fait, tu vois, qui vient là. Le mental, pour moi, il est vraiment au service de ce que je vais réaliser, en fait. C'est comme un véhicule que j'ai utilisé, qui va tourner à droite à gauche. C'est un super ordinateur. Mais la conscience et la dimension de l'intuition, c'est vraiment quelque chose que je vais suivre, en fait, dans mon voilà. C'est un sujet difficile. C'est pas un de mes domaines d'expertise. Ouais. J'en parle pas forcément en entreprise, mais c'est un sujet qui est très présent dans mon existence. Donc, je le vis de manière plus intime que je me sens moins à l'aise pour l'expliquer. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très concret, de très réel. Tu vois, par exemple, quand tu m'as sollicité, j'ai été voir ton site internet. Ça a duré 3-4 minutes, en fait. J'ai été voir ton site internet, j'ai été voir ta biographie. J'ai senti, il y a quelque chose qui m'a fait un oui à l'intérieur, en fait. Okay. Et j'y ai été, en fait. D'accord, et donc, j'ai dit oui. C'est intéressant parce qu'au début de l'entretien, avant de démarrer, tu m'as dit oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de manipulation dans ce qu'on va faire. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout là-dedans. J'ai une confiance totale, en fait. Okay. Mais quand je te dis que j'ai confiance en toi, c'est finalement que j'ai confiance en moi dans ce que j'ai perçu, tu vois. C'est intéressant, ça. Voilà. Donc c'est OK pour moi, quoi. J'ai pas du tout de... OK. Voilà. C'est clair pour moi aussi. Selon toi, comment tu vois... Alors, excuse-moi, du coup, je profite, en fait. Un des outils, si tu veux, pour pouvoir... C'était quoi ta question? C'était un des outils, une chose qui me vient. C'est un outil qui te sert au quotidien ou que tu recommanderais. Après, moi, on n'en a pas parlé, mais c'est pas forcément l'objet, mais j'ai créé un jeu de société qui s'appelle le jeu du passage. Mais je voulais en parler justement, le jeu du passage. C'est le jeu du passage, donc c'est un jeu de société comme tu imagines en fait le jeu de loi par exemple, faire, avec différents espaces. Et ça, c'est un outil très concret qui va te permettre de poser une intention, une quête ou un objectif et d'aller te rencontrer à travers l'objectif pour aller finalement faciliter la réussite et la réalisation de ton objectif. Donc ça, c'est un outil que tu peux utiliser au quotidien.
Tu peux l'utiliser seul, tu peux aussi jouer en groupe. Tu peux jouer tout seul et tu peux jouer tout seul, bien sûr. Pas forcément au travail avec tes collègues, non, c'est vraiment... Alors moi je l'ai beaucoup utilisé dans le professionnel, mais on peut l'utiliser à partir de 12 ans. C'est comme un jeu de société, c'est un jeu de plateau avec comme un jeu de société, comme un jeu de loi, un dé, un sablier, des cartes, etc. Et c'est un outil qui va te permettre de te rencontrer dans ton intimité en fait, et qui va te permettre de le partager si tu joues à plusieurs. Et finalement, en te rencontrant, en allant découvrir tes besoins, tes aspirations, tes peurs, tes contraintes, tes ressources, ce que tu pourrais mettre en place, ça va t'aider en fait à faciliter la réussite de ton objectif. Donc c'est un outil, c'est un facilitateur d'objectifs et c'est aussi un outil qui va te permettre de rencontrer et d'exprimer ta sensibilité pour finalement trouver la bonne place et faire quelque chose qui soit complètement en phase avec tes besoins et tes valeurs. Le jeu du passage. En plus, je l'ai noté. J'ai dit, il faut absolument que j'en parle aussi. Voilà. Donc ça, c'est un outil, tu vois, que j'ai créé jeu de société, il y a quelques années et c'est un outil très concret. C'est original de créer un jeu de société quand même pour à ce niveau-là. Enfin, c'est assez intéressant. Ouais. Bon, c'est pas l'idée de parler du processus, mais te dire que je veux créer un jeu de société pour aider. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint les deux choses qu'on vient de partager. En fait, c'est que je l'ai créé parce que j'avais envie de créer un outil qui permette de servir à un maximum de gens. C'était finalement de démocratiser l'accès à son intériorité, à sa cohérence intérieure et finalement à sa dimension spirituelle en fait, ou existentielle en fait, mais de pouvoir le proposer à un grand nombre d'individus. Donc j'ai créé un jeu de société qui généralement rassure les gens. Les questions sont très très simples en fait, j'ai fait exprès de les créer comme ça. Le plateau de jeu est sympa, donc c'est un plateau, c'est un chemin de randonnée, c'est initiatique, mais c'est très accessible, donc c'est un outil qui est accessible. Et moi, je l'ai créé, en fait, au départ, je l'ai créé parce que ça m'a été demandé un peu par intuition, en fait, beaucoup par intuition. Un jour, j'étais dans la voiture et j'ai eu une intuition du nom du jeu. Un jour, j'ai eu l'image du plateau, donc tu vois, je l'ai fait comme jeu. Oui, c'est venu. Et au fur et à mesure, je l'ai testé, donc c'est venu au fur et à mesure, comme un jeu. Donc je fais vraiment jouer mon intuition au service d'une intention de démocratiser l'accès à l'intériorité. Il y a vraiment ces deux piliers. Super intéressant. Et puis finalement, je l'ai créé aujourd'hui, je le vends. Je vends le plateau de jeu, je vends le jeu de cartes simples. Vous pouvez aller le voir sur mon site internet. Ouais, je mettrai les liens de toute façon dans la description. Mais du coup, est-ce que parce qu'un jeu de société, on peut faire plusieurs parties. Est-ce que là, on peut réussir comme à faire plusieurs parties parce que vu que ça permet en fait de mieux se comprendre et de mieux déterminer peut-être sa quête. Une fois qu'on a déterminé sa quête, est-ce que le jeu a toujours... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Chaque partie va être... Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Tu peux très bien jouer avec un objectif, faire une partie, voire plusieurs parties avec le même objectif, parce qu'à chaque fois que tu vas tomber sur des questions différentes, donc tu vas aller l'approfondir et tu peux faire plusieurs parties avec des objectifs différents, en fait. En tout cas, c'est vraiment... Bon, moi, c'est ma force, c'est de créer des espaces d'intimité pour reconnecter et rayonner l'essence en fait de qui je suis intimement. Donc c'est un espace à travers un jeu de société où tu vas vivre de l'intimité avec toi et tu vas vivre des relations intimes et authentiques avec les autres. Donc par rapport au lien social, c'est hyper enrichissant parce que tu vas vivre vraiment des relations très humaines et avec toi, c'est un outil qui va te permettre de te rencontrer et en te rencontrant en étant dans ta cohérence, forcément que ton objectif, tu vas le réussir. Donc c'est vraiment un outil de connaissance de soi et de liens humains très riches. Ouais, très intéressant. Le jeu du passage. Le jeu du passage en deux mots. Passage. Ah oui, passage. Passage. C'est reconnecter sa sagesse intérieure, en fait. C'est ça. Ouais, incroyable. Ok, je mettrai le lien et puis à l'occasion, ça me donne envie de l'essayer. Donc, c'est cool, c'est très original. Ok, je terminerai juste par une petite dernière question. Ou peut-être deux, mais ça va être, je pense, court vu. C'est quoi si tu devais, si tu retrouvais le Lionel d'il y a 20 ans, est-ce que tu te dirais quelque chose ou pas spécialement? Est-ce que quand tu me dis ça, ça me touche déjà. Je suis presque un peu ému en fait. Ouais. Et c'est bon, hein, elle est super cette question. Ce que je lui dirais au Lionel d'il y a 20 ans, c'est je lui dirais. Lâche l'extérieur, écoute vraiment ton cœur et tes aspirations et foi là-dedans parce que c'est en train ça va se réaliser en fait. Ce qui va se passer, c'est extraordinaire et ce à quoi tu aspires et ce que tu rêves en fait, même si ça te semble irréalisable, en fait, c'est complètement réel et ça va se réaliser. C'est ça que je lui dirais. Parce qu'en fait, c'est profondément connecté à la vérité de ton cœur. C'est ça que je lui dirais.
puissant. C'est vraiment, je le dis en plus parce que c'est vraiment ça que j'ai réalisé. J'étais pas dans cette conscience-là il y a 20 Incroyable. ans. Et ça m'aurait vraiment permis, très probablement, d'aller beaucoup plus vite que ce que j'ai réalisé, du temps qu'il m'a fallu pour réaliser tout ça. Ok. C'est très puissant aussi, c'est intéressant. Ça te touche quand je raconte ça? Ouais, c'est toujours intéressant de savoir et puis ouais, ça m'a fait un petit quelque chose quand même. Tu es plutôt optimiste pour la société dans les années à venir? Qu'est-ce qui pourrait changer selon toi? Enfin, on va pas rentrer dans un grand débat, mais à notre échelle, enfin une autre question qui me vient. Si tu étais dans les nuages et que tu avais la possibilité d'avoir un grand écrit avec un grand message et qui serait visible de tous, ce serait quoi comme message? Le message, ce serait rayonner la puissance et la profondeur de votre sensibilité. Moi, je suis vraiment optimiste. Ça, c'est vraiment intuitif et puis ça fait partie de ma vibration. Et je vois bien que, tu vois, à travers ce que tu fais, des médias à dimension positive, il y a de plus en plus de gens qui partagent des choses positives, qui ramènent en fait l'être humain dans sa beauté et dans son essence en fait. Et ce que je crois intimement, dont je suis persuadé, c'est que l'être humain en fait va déployer en fait sa propre lumière et le monde est en train de s'illuminer en fait, de changer, parce qu'il y a des êtres humains en fait qui sont de plus en plus conscients, qui ont vraiment envie de propager, qui croient à autre chose et pour moi c'est évident que l'humanité en cours là est en train de se déployer. Je vois tous les jeunes qui viennent, je vois des jeunes adultes comme toi, je vois des gens comme moi. Enfin, il y a des gens qui viennent avec qui ont une foi en fait dans l'humanité et c'est en train de se déployer et qu'ils sont en train de changer le monde. Les colibris en fait là sont de plus en plus nombreux en fait. Voilà, si je devais dire quelque chose d'essentiel, je le vois en fait, et ils sont en train de faire s'effondrer l'ancien système. Okay. Et ils sont en train de créer une nouvelle terre qui est déjà là en fait et qui est une expansion de la confiance collective et une transition qui est en train de se faire vers... C'est ça. Il y a de plus en plus de colibris, en fait, qui ont vraiment ce regard sur l'humanité qui est très positif et qui est très empreint d'amour. Et finalement, les êtres humains, l'écosystème naturel, etc., il y a de plus en plus de gens comme ça. Et eux, ils sont en train ils sont de plus en plus nombreux. Et je pense intimement, sans provocation, que rien ne pourra les arrêter, en fait. Rien ne va pouvoir arrêter ce collectif d'êtres humains, en fait. La nouvelle vague des diffuseurs positifs, l'armée arrive. C'est exactement ça. Ouais. C'est des guerriers de lumière. Guerriers de lumière, ouais. C'est beau, l'ombre, guerriers de lumière. Ok, super intéressant. Écoute, merci beaucoup Lionel. Et je mettrai... où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Facebook à Lionel Lacroix. Okay. J'ai créé le groupe privé des nouveaux leaders sensibles et accomplis. Tout le monde peut y aller qui parle de la méthode LP4 et qui parle finalement de ce qu'on vient de dire, aider les nouveaux leaders sensibles et accomplis, ça parle vraiment de ça. Ensuite, j'ai le troisième élément, ressources, c'est mon site internet, www.lionel-lacroix.com, et puis le jeu du passage, www.jeudupassage avec 2s.com, voilà. Ok. J'en profite pour te remercier de m'avoir invité. Merci à toi. Et te remercier de faire ce que tu fais, de propager ces belles ondes à travers l'humanité, parce que ces nouvelles sources d'informations comme ça, vraiment, je trouve ça très précieux. Donc, je me sens vraiment reconnaissant de voir des êtres comme toi, tu vois, qui partagent ça, quoi. Donc, merci. Merci beaucoup, Lionel. Merci à toi. Je vous encourage vraiment à aller voir ce que fait Lionel. Une grande personne, même si une grande personne modeste. Et je mettrai tous les liens dans la description dans tous les cas. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et puis pour cet enregistrement et pour ce que tu fais aussi au quotidien pour contribuer à un monde meilleur et pour faire en sorte qu'on puisse vivre quelque part jusqu'à 120 ans en étant plus épanoui et en tout cas en apportant quelque chose au monde de façon plus positive. Merci de ton invitation, Liron, et chaleureuse salutation à tous qui nous écoutent, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Super. Merci Lionel. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire,
n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.